Je m'appelle Raycin Clark, et depuis 3 ans que je suis marié, j'ai tout fait pour être un mari respectueux et solidaire envers ma femme, Sarah, et sa famille. Je n'ai pas grandi avec beaucoup de soupe en conserve, un appartement exigu partagé avec 3 frères et sœurs et des parents qui faisaient de leur mieux, mais étaient souvent trop épuisés pour percevoir les moindres détails de mes rêves. Alors, quand j'ai rencontré Saria, brillante, compatissante et avec un don pour illuminer chaque pièce, je me suis juré de construire une vie qui rendrait sa famille fière. Je travaillais de longues heures dans une petite start-up, je prenais des projets en freelance le soir et j'économisais chaque naira supplémentaire que je gagnais. Lorsque son père, Monsieur Harold Quintu, a pris sa retraite après un léger AVC, elle m'a confié qu'il avait du mal à payer ses factures médicales et à subvenir aux besoins du foyer, sans demander ni permission ni remerciement. J'ai commencé à lui envoyer 2 millions de nairas nigérians chaque mois. Je le faisais par amour, par respect, et parce que Saria disait toujours qu'il méritait du réconfort pendant ses vieux jours. Je me souviens parfaitement du premier virement, du tremblement de mon pouce en appuyant sur « Envoyer », du murmure d'une prière dans mon esprit et de l'espoir vacillant de bien faire. Je n'en ai jamais parlé à ses parents. Je ne voulais pas qu'ils se sentent redevables. J'ai laissé une note sur chaque relevé bancaire indiquant simplement « Avec tout mon respect, RC ». Lorsque les membres de la famille ont demandé à Saria d'où venait l'argent supplémentaire, elle leur a répondu que j'avais hérité d'une petite somme. Cela semblait anodin, un détail enfoui sous une couche de gratitude et de célébration. Le soir du 60e anniversaire de Monsieur Quinta, Saria a organisé un grand dîner dans un restaurant chic, drapé de crème et d'or. Il y avait plus de 30 personnes présentes. Des cousins étaient arrivés de l'étranger. Des tantes et des oncles étaient habillés comme s'ils allaient à un gala. De vieux amis et d'anciens collègues échangeaient des anecdotes sur les aventures de jeunesse d'Harold. Saria a veillé à ce que l'éclairage soit parfait, le menu impeccable, et à ce que nous arrivions les derniers pour faire une entrée remarquée. Elle m'a souri en entrant, les yeux pétillants, les mains posées sur mon bras comme pour murmurer « Tu as bien fait ». J'apportais un deuxième cadeau, en plus des fleurs et du costume sur mesure. Une petite boîte en bois contenant le porte-clés de la nouvelle voiture que j'avais achetée et immatriculée au nom d'Harold le mois dernier. Après le dessert, je me suis levé lentement et j'ai appelé mon beau-père. Le silence s'est installé dans la pièce lorsque je lui ai tendu la petite boîte et demandé avec une fierté sincère. « As-tu aimé la voiture que je t'ai envoyée le mois dernier ?» Il a cligné des yeux, ses yeux gris doux derrière d'épaisses lunettes, puis a laissé échapper un rire discret et gêné. « Quelle voiture ?» a-t-il demandé en retournant la boîte à clé dans sa main. Le déplacement des chaises et les raclements de gorge collectifs étaient presque imperceptibles, mais mon cœur s'est serré. Essayant de sauver l'instant, j'ai souri et répété doucement. La voiture avec la plaque personnalisée, j'ai laissé un mot sur le tableau de bord, comme je le fais pour les virements mensuels. J'ai ri doucement, imaginant que nous ririons tous de son oubli. Au lieu de cela, ses sourcils se froncèrent et il échangea des regards incertains avec Sarah. « Quel virement ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais distante. L'air était inexplicablement lourd. Je resserrai le fil de mon bouton de manchette, me penchant en avant avec sérieux. Les $2000, ou, selon nos termes, les 2 millions de nairas nigérians. Je t'en envoie tous les mois depuis presque 2 ans, dis-je d'un ton léger mais confus. À cet instant, je réalisai le regard tendu, le silence à table, la façon dont le sourire de Saria s'était figé. Mes mots restèrent suspendus dans l'air comme un souffle de vent froid. Il secoua lentement la tête, chaque geste posé. « Mon fils » dit-il avec l'affection que Saria avait insisté. « Je n'ai pas reçu un seul naira de toi. C'est ta fille qui m'envoie de l'argent. Elle me dit toujours que tu es occupé à poursuivre tes rêves et qu'elle subvient aux besoins de la famille. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Mon estomac se noua comme si chaque naira pour lequel j'avais travaillé avait été englouti par un gouffre invisible. Je scrutai les visages autour de la table. Martia, la cousine de Saria, était devenue pâle, et Glati, la bouche ouverte. Son frère Thomas me fixait, la mâchoire entr'ouverte. Le rire que j'attendais s'était éteint avant même de pouvoir naître. Me tournant vers Saria, je cherchais une lueur de reconnaissance dans ses yeux, une étincelle qui dirait que tout cela n'était qu'un cruel malentendu. Au lieu de cela, je vis une fissure profonde. Son calme impeccable se transforma en quelque chose de plus sombre. Je me levai, ma chaise raclant le sol en marbre. Tous les regards dans la pièce se braquèrent sur moi,
la bande sonore de leur étonnement murmurait s'enflammant. C'est moi qui ai envoyé cet argent, dis-je d'une voix ferme, même si mon cœur battait la chamade. J'ai les reçus. J'ai réservé la voiture. J'ai payé la bourse de votre neveu. On ne sait jamais. Mon ton oscillait entre l'incrédulité et la douleur. Harold me regarda, stupéfaite, mais sereno. Votre fille m'a dit que vous aviez du mal à trouver du travail, dit-il doucement, le poids de sa tromperie s'installant entre nous comme un linceul funéraire. Je reculai, absorbant l'ampleur de la trahison. Le lustre au-dessus de nous vacillait, hésitant à briller. Le visage de Saria était devenu blanc. Elle n'était plus la femme chaleureuse et lumineuse que je croyais aimer, mais quelqu'un qui avait bâti son monde sur des mensonges. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour offrir une explication, mais aucun son ne sortit. La lueur des bougies dansa sur ses traits, soulignant le fossé entre sa vérité et la mienne. À cet instant, les applaudissements que j'avais tant désirés, l'approbation de sa famille, s'écrasèrent en poussière. Je réalisai que je n'avais pas épousé un partenaire qui se tenait à mes côtés dans la vérité, mais quelqu'un qui gérait les perceptions comme un article. Je fermai les yeux, pris une inspiration pour me calmer et me préparer à entrer dans une réalité que je n'avais jamais imaginée. Les rires et la musique du dîner continuèrent autour de nous, inconscients de la fracture que je venais de révéler. Et j'ai compris alors que la famille chaleureuse et accueillante que j'avais tant cherché à rejoindre n'était qu'un décor propice aux illusions de Saré. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait sur la table de chevet. Je suis resté allongé un instant, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait paresseusement dans la douce lumière de l'aube. Une douleur sourde me lançait la tête, mais ce n'était pas dû à l'alcool ou au manque de sommeil. C'était la trahison. Je me suis retourné et j'ai vu une série d'appels et de messages manqués de Sarah. Aucun de son père. Ma poitrine s'est serrée et j'ai appuyé sur l'icône verte pour envoyer une réponse rapide. Il faut qu'on se parle plus tard. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le plafond encore un peu, laissant mon esprit se remémorer la scène de la veille au restaurant. Des heures plus tard, j'ai retrouvé Saria dans notre salon, en train de consulter son téléphone, perché au bord du canapé. Les paillettes dorées de sa robe de soirée lui collaient encore aux épaules comme une seconde peau. Elle me regarda, les yeux écarquillés par quelque chose que je ne pouvais nommer, un remords, de la peur, ou le choc persistant de l'exposition. Raison, commença-t-elle d'une voix douce et prudente. Je suis tellement désolé. Ce soir-là, j'ai levé la main. Ne t'excuse pas encore. Ces mots m'ont surprise. L'autorité calme de mon ton m'a même surprise. Autrefois, je me serais adouci, j'aurais cherché des excuses, j'aurais endossé la responsabilité. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais besoin de réponses. Saria se mordit la langue. J'ai menti par honte. Sa confession jaillit alors. Comment elle se sentait éclipsée par l'admiration de son père pour les enfants de son défunt associé. Comment ces virements mensuels étaient censés assurer son confort. Comment elle avait inventé l'histoire de mon héritage pour empêcher quiconque de poser des questions. Elle parlait de dettes imaginaires et de chômage imaginaire, chaque mensonge s'accumulant jusqu'à ce que la vérité n'ait plus où se cacher. Je l'écoutais sans l'interrompre, le poids de ses mots s'installant comme une pierre dans mon ventre. Lorsqu'elle eut terminé, la pièce me parut vide. Nos coussins dépareillés semblaient d'une gaieté absurde dans le silence. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, scrutant la rue en contrebas. Le monde continuait comme avant. Les voitures klaxonnaient, les vendeurs ouvraient leurs stands, les enfants en uniforme scolaire passaient à toute vitesse. Rien n'avait changé pour eux, mais pour nous, tout avait volé en éclats. Les mots suivants de Saria furent plus blessants que n'importe quelle accusation. Je l'ai fait pour nous. Elle a tendu la main, une main tremblante sur mon bras. Je me suis retourné, rencontrant son regard. Pour nous, ai-je raisonné. Tu m'as effacé. Ma voix s'est brisée, la douleur et la trahison ont brisé ma retenue habituelle. Toutes ces années, je nous croyais partenaires. Mais tu as bâti tout ça sur des mensonges que tu as inventés seul. Des larmes brillaient sur ses joues. J'avais peur, murmura-t-elle. Peur que tu décevais ma famille, peur qu'ils me méprisent s'ils voyaient à quel point je travaillais dur pour nous maintenir à flot. Elle déglutit. Je voulais te protéger. J'ai fermé les yeux, inspirant lentement. Je me souvenais de la petite cuisine que nous partagions autrefois, où je dansais pour elle en préparant le petit déjeuner.
de sa façon de se pencher vers moi quand les orages menaçaient sa paix. Cette femme qui me confiait ses inquiétudes, ses espoirs avaient été remplacés par quelqu'un dont le plus grand souci était les apparences. Tu as protégé une image, ai-je finalement dit. Pas moi. Le reste de la matinée se transforma en une symphonie tendue d'accusations et d'excuses. Le « s'il te plaît » de Saria sonnait creux face à ma détermination grandissante. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps et d'espace pour réfléchir. Elle a hoché la tête, le visage imprégné de désespoir et de regret. Elle est partie travailler les yeux rivés au sol, et j'ai bu mon café en silence, regardant la vapeur monter au plafond comme si elle pouvait emporter mes pensées vers le ciel. Cet après-midi-là, je suis allé chez mon beau-père. J'ai sonné et j'ai attendu, le cœur battant la chamade. Harold a ouvert la porte, paraissant plus âgé que ses 60 ans. Les rides sur son visage trahissaient des décennies d'inquiétude et de dur labeur. Il s'écarta pour me laisser entrer, une lueur d'inquiétude dans le regard. « Je t'ai tout envoyé par mail », dis-je doucement. Une fois installé dans son modeste salon, je glissai mon ordinateur portable sur la table basse. Les virements bancaires, les billets, tout. Il ajusta ses lunettes et commença à faire défiler les pages, les sourcils se fronçant davantage à chaque reçu qu'il examinait. J'observais son visage, cherchant ce mélange de choc et de soulagement que j'avais ressenti lorsque les aveux de Sarah m'avaient frappé. Lorsqu'il eut terminé, il leva les yeux, la voix rauque. « Cela prouve tout. » Il toucha l'écran comme s'il sentait le poids de la preuve du bout des doigts. « Pourquoi mentirait-elle » demanda-t-il. Non par compassion, mais avec une réelle confusion. Sa déception envers sa fille se mêlait à autre chose. De la fierté pour moi. Cela me réchauffa d'une manière inattendue. Je haussai les épaules, ne voulant pas ajouter à sa douleur. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pensait sauver la face. Je marquai une pause. Mais je suis reconnaissant, tu sais, maintenant. Il hocha lentement la tête, puis fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe pliée. Je l'ai reçue ce matin. Il me l'attendit. À l'intérieur se trouvait une lettre de Sarah, écrite de sa propre main. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Je n'ai jamais voulu te blesser, ni toi ni papa. Pardonne-moi. Ma gorge se serra. Je remerciai Harold et partis sans un mot de plus, serrant l'enveloppe comme un objet fragile et irremplaçable. Le trajet du retour fut rythmé par les feux de circulation et les décisions à prendre. Je réalisai alors que les excuses, même les larmes, ne pouvaient effacer des années de tromperie. Je repensai au restaurant, à ses lustres scintillants, à la foule silencieuse, à ce recueillement silencieux, et compris que certaines vérités, une fois révélées, exigent des actes. De retour à la maison, je déposai la lettre de Saria sur le comptoir de la cuisine, à côté de sa tasse de café. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais que je ne pourrais jamais redevenir le mari que j'avais été. En m'éloignant, le poids de ses excuses s'installa dans ma poche, suffisamment lourd pour me rappeler que le pardon se mérite, il ne se donne pas. Et je n'étais pas certaine de vouloir le donner. Ce soir-là, j'étais assise à mon bureau, la lumière de mon écran d'ordinateur illuminant une pile de courriers non ouverts et une tasse de thé à moitié vide refroidissant. La maison était étrangement silencieuse. Aucun rire ne résonnait sur les murs. Aucun murmure de la playlist préférée de Sarah ne parvenait du salon. Yémé. Suis adossé à mon fauteuil, me massant les tempes, et j'ai repensé à la scène du restaurant. Chaque fois que je croyais comprendre ce qui s'était passé, une nouvelle couche de trahison se révélait. La voiture que j'avais envoyée le mois dernier était à peine gravée dans la mémoire d'Harold. Les virements mensuels lui étaient totalement étrangers. Mon cœur battait la chamade, mêlé d'indignation et d'incrédulité. Comment moi, Ray Clark, étais-je devenu une telle considération secondaire dans mon propre mariage? J'ai ouvert mes emails pour réexaminer la conversation avec ma banque. Là, classées chronologiquement, se trouvaient toutes les notifications de virement, les 2 millions de Naira nigérians qui quittent mon compte le 1er de chaque mois, avec la mention RC. J'ai cliqué sur la première notification, celle de mai de l'année dernière, et j'ai fixé la date comme si elle allait disparaître comme par magie. Ma poitrine s'est serrée. J'avais fait ça pendant 22 mois. En tout, 2 ans de générosité discrète, discrètement attribuée à l'activité secondaire de Saria. Le mot « activité secondaire » m'a blessé. La création de cette bourse pour son neveu, la voiture, les factures médicales,
autant d'accomplissements que j'avais célébrés en privé, jamais par reconnaissance, mais par sincère affection, et maintenant, ce n'était plus que son marketing intelligent. J'ai fermé le navigateur et ouvert WhatsApp pour consulter mes messages vocaux. J'ai entendu ma propre voix, calme et rassurante, expliquant à la mère de Sarah combien j'étais fier de soutenir son mari. Je me suis souvenu de la chaleur de sa voix, de ce doux merci, mon fils, qui avait rempli mon cœur d'espoir. Cette voix me semblait maintenant celle d'une inconnue. J'ai fait défiler la page pour trouver les captures d'écran de ses messages à sa meilleure amie, Kali. Dans l'une d'elles, Saria plaisantait sur la façon dont papa qui ne se croyait seul à payer la facture, et combien il était amusant qu'il la prenne pour la sauveuse de la famille. J'ai repassé cette capture d'écran en boucle. Chaque replay était un coup de marteau qui enfonçait la tromperie. Mon téléphone a craqué. Une notification d'une discussion de groupe. Des proches à l'organisation de retrouvailles. J'y ai jeté un coup d'œil, mais je ne l'ai pas ouvert. J'ai alors réalisé à quel point mon univers avait autrefois été centré sur cette famille. Le rire de ma femme, les taquineries de son père, les confidences de sa mère sur les traditions culinaires. Maintenant, ces souvenirs ressemblaient à des reflets dans un miroir brisé. Tout scintillait et se déformait. Rien n'était entier. Mes mains tremblaient tandis que je tapais un message à Kali pour lui demander l'horodatage de la confession de Sarah à sa cousine Martha. En quelques minutes, j'avais le moment exact, 1h23 du matin, le soir du dîner d'anniversaire. C'était l'horodatage du premier aveu que son récit soigneusement tissé avait enfin dénoué. J'ai alors décidé de l'affronter directement, mais à mes conditions. J'ai rédigé un message sur le téléphone de Saria. Retrouve-moi au parc où nous avions parlé de notre avenir pour la première fois. Demain, 18h, seul. Je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai pas exigé de réponse. J'ai simplement affirmé la nécessité d'un moment de vérité, un moment où la vérité se manifesterait sans faux-semblant. J'avais péché et laissé le téléphone face cachée sur la table. J'ai pris mon thé froid et en ai bu une longue gorgée, constatant pour la première fois son goût amer. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au parc. La rosée collait encore à l'herbe. L'air sentait la terre et le possible, et le ciel menaçait de pleuvoir. J'ai retrouvé notre vieux banc surplombant le petit étang où nous nous étions assis autrefois pour rêver à voix haute. Notre première maison, les noms de nos enfants, une vie de véritable union. Je me suis assise et j'ai posé mon téléphone sur le banc à côté de moi, l'écran reflétant le soleil levant. Quand Saria arriva à 18h02, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval lâche et vêtue d'un simple chemisier, elle avait l'air vulnérable comme je ne l'avais pas vue depuis avant notre mariage. Ses yeux étaient rouges, mais déterminés. Elle s'installa à côté de moi, prenant soin de laisser un petit espace entre nous. Aucun de nous deux ne parla pendant un moment, le silence pesant doucement autour de nous. Finalement, je me levai et brandis mon téléphone. Ceci, dis-je en désignant les notifications et les captures d'écran affichées à l'écran, sont mes cadeaux. Chaque virement, chaque achat, chaque promesse que j'ai faite. Ma voix était ferme mais douce. Tu as réécrit l'histoire, Saria. Tu leur as fait croire que j'étais impuissante, que tu nous portais seuls. Je n'éprouvais aucun triomphe, seulement une profonde tristesse qui s'installait. Elle déglutit difficilement, des larmes jaillissant des yeux tandis qu'elle clignait des yeux à la lumière de la lampe. Je pensais nous protéger, balbutia-t-elle. Je me persuadais que si papa me trouvait forte, il me ferait davantage confiance. Je pensais t'aider en construisant un meilleur récit. Je n'ai jamais eu l'intention de t'effacer. Elle a touché mon bras, et l'espace d'un instant, je me suis souvenu de la sensation que son contact avait autrefois ressentie comme un sentiment de chez soi, mais je me suis écarté doucement. Tu m'as effacé, ai-je répondu. Tu as effacé mes contributions, mes sacrifices, mon amour. Tu m'as rendu invisible. Des larmes ont coulé sur ses joues et elle a murmuré « Je suis désolé ». Le mot est resté en suspens, effiloché et fragile. J'ai regardé l'étang où nos reflets ondulaient à la surface. Être désolé ne suffit pas, ai-je dit d'une voix étranglée. Il y a des morceaux de moi que je ne retrouverai peut-être jamais. Elle a hoché la tête, comprenant enfin que certaines blessures ne pouvaient guérir par de simples excuses. Alors que la pluie commençait à tomber en fines gouttes, nous sommes restés assis en silence. Deux silhouettes imprégnées de vérité et de conséquences. Et j'ai compris que la question « Quel argent ?»
était devenue plus qu'une phrase prononcée par un père abasourdi. C'était une remise en question de l'identité, de la confiance et de la conviction tacite que l'amour est plus que les apparences. Dans cette tempête silencieuse, j'ai vu le monde autour de moi se brouiller et se transformer. Et j'ai compris que si le passé ne pouvait être réécrit, l'avenir, lui, était encore devant nous, intact. Je ne voulais pas faire de scène, mais lorsque le visage de Saria est devenu blanc comme un os, le silence m'a paru comme un poids sur la poitrine. Nous venions de quitter la grande salle à manger du restaurant, pénétrant dans la fraîcheur nocturne sous l'auvent où notre voiture était garée. L'écho des rires et des verres qui trinquaient nous a suivis à travers les portes. Ouvertes, rappel moqueur de l'ampleur du désastre. Je n'avais ni élevé la voix ni fait de gestes indiscrets lorsque j'avais posé à son père la question qui dévoilait ses mensonges. Je m'étais contenté de parler clairement, articulant les faits comme si je lisais une liste. Les relevés bancaires, les virements mensuels, la clé de voiture offerte de bonne foi. Sa réponse, votre fille m'envoie de l'argent. Elle a dit que vous étiez au chômage. Avait retenti comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Saria essaya de se forcer à sourire, mais ses lèvres tremblaient. Le lampadaire ambré miroitait sur ses larmes avant qu'elles ne tombent. Sa cousine Martha se tenait près d'elle, murmurant quelque chose d'urgent, mais ses paroles se perdaient dans le fracas de mon cœur. Oncle et tante passaient sur le trottoir, me lançant des regards obliques plus tranchants que n'importe quelle lame. Je vis la main de tante Glatty se porter à sa bouche, les épaules de son frère Thomas s'affaisser, stupéfaite et incrédule. Comme si tout le monde attendait ce moment, prédisant que ma générosité silencieuse s'effondrerait sous le poids de sa tromperie. Je restai cloué sur place, la brise fraîche de la nuit agitant ma chemise. La ville autour de nous continuait son chemin. Un taxi klaxonna. Un piéton se hâta sous un parapluie cassé. Des enseignes lumineuses éclatèrent. Mais j'étais prisonnière de ce mélange d'humiliation et de révélation. L'odeur de la pluie flottait dans l'air, même si aucune goutte ne tombait. Mes paumes étaient moites de sueur. Je me suis ordonné de respirer, de parler calmement, de me rappeler que ce n'était pas moi qui avais menti. C'est moi qui ai envoyé cet argent, ai-je répété plus fort cette fois, pour que les membres de la famille de Sarah à portée de voix ne puissent pas faire semblant de ne pas avoir entendu. J'ai financé la retraite de ton père, acheté cette voiture, organisé la bourse d'études de ton neveu. Tout ce dont tu t'attribues le mérite, c'était moi qui l'avais décidé. Ma voix tremblait à peine, trahissant la colère et l'incrédulité qui couvaient sous mon air contrôlé. Les yeux de Saria, les larmes aux yeux, elle fixait ses pieds, incapable de soutenir mon regard. Puis, reprenant son calme, elle leva le menton et dit d'une petite voix. « Je suis désolé que tu sois blessé. » Ses excuses étaient prémonitoires, dénuées de tout remords sincère, plus un réflexe qu'une reconnaissance de la trahison. Je secouai la tête, sentant la dernière menace de mes patients s'amenuiser. « Tu m'as effacé, dis-je en m'approchant, si bien que mes mots formèrent un écho intime à son oreille. Tu as dit à ton père et à tout le monde ici que j'étais au chômage, que je n'avais rien à offrir. Tu t'es construit une image entière autour de mon exclusion, autour de mon propre mariage. » Elle déglutit difficilement. C'était un mensonge, insista-t-elle, la voix brisée sur la dernière phrase, comme si elle plaidait que la couleur de la tromperie le rendait inoffensif. Je l'ai fait pour protéger ton image. Protéger la mienne? Erptaye. Incredule. Tu aimes humili. Tu as brisé mon intégrité devant ceux que je considérais comme ma famille. À cet instant, les années de bonté que j'avais témoignées à son clan se sont cristallisées en éclats de verre que je ne pouvais plus ignorer. Chaque transfert, chaque geste attentionné, chaque conversation nocturne avait été engloutie par son récit égoïste. Sa cousine Martha s'avança, posant une main hésitante sur le bras de Saria. « Nous n'en avions aucune idée, » murmura Martha, les yeux écarquillés de stupeur. « Nous pensions que c'était toi qui faisais tout ça. » Saria secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne saurais te dire, » murmura-t-elle. « J'avais peur. » J'observais cet échange avec une curiosité détachée, comme si j'observais une pièce de théâtre sur une scène faite pour le mensonge. Puis, me forçant à reprendre le contrôle de ma vie, je redressai les épaules. « Peur de quoi exactement ?» demandai-je. « Peur que la vérité ne révèle tes propres insécurités ?» Elle tressaillit à mes mots, et même dans la faible lueur des lampadaires, je vis ses lèvres trembler. « Oui, admit-elle. J'avais peur que tu les déçoives,
que je perde leur respect et peut-être le tien aussi. Elle me jeta alors un regard perçant, mais clair. Je pensais faire le bon choix, le bon choix. Ces mots restèrent suspendus entre nous comme un défi. Ces mensonges étaient-ils nés de l'amour? Ou n'étaient-ils que des illusions égoïstes destinées à renforcer sa fragile confiance? Je lui avais tout donné. Confiance, soutien, sacrifice, mais elle m'avait récompensé par une tromperie si profonde qu'elle avait ébranlé les fondements de notre mariage. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air frais apaiser mon cœur qui battait fort. Tu ne m'as pas protégé, ai-je finalement dit. Tu t'es servi de moi. Tu as utilisé ma générosité pour construire ta propre image. Et quand ça t'arrangeait, tu as effacé mon existence. Ma voix était plus douce, teintée de chagrin. Je ne reconnais pas la femme que j'ai épousée. Les épaules de Saria s'affaissèrent comme si le poids de mes mots lui arrachait l'air. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour implorer à nouveau, mais le seul bruit était le grondement lointain de la circulation. Tout semblait surréaliste. La trahison, l'humiliation, la fin de son masque qui disparaissait. Je me retournai lentement et marchai vers la voiture. Chacun était déterminé à ce que je ne m'abaisse pas à supplier pour la vérité. J'appuyai sur le porte-clés. Les phares clignotèrent en réponse. Saria me suivait à quelques pas. Son visage était empreint de regret et de peur. Elle hésita à la porte, cherchant dans mon dos un signe de pardon. J'ouvris la portière conducteur et me glissai à l'intérieur, le cuir frais sous ma paume. Saria grimpa sur le siège passager, mais ne me prit pas la main. Comme avant. Au lieu de cela, elle regardait droit devant elle, silencieuse et brisée. J'ai fermé la portière, démarré le moteur et me suis engagé dans la rue. Alors que la voiture s'éloignait du restaurant, passant devant les néons et les façades vitrées, j'ai réalisé que la nuit nous avait transformés à jamais. Le masque était tombé, révélant la douloureuse vérité cachée sous nos yeux, et il n'y avait plus de retour possible au monde d'illusions qu'elle avait si soigneusement construit. J'ai roulé dans l'obscurité, ressentant la liberté exaltante et terrifiante de vivre sans prétention. Pour la première fois en 3 ans, j'étais vraiment visible. Cette nuit-là, je suis resté éveillé sous le drap fin, écoutant le bourdonnement lointain de la circulation tandis que la ville continuait son chemin, inconscient de la poudrière qui avait explosé dans nos vies. La respiration saccadée de Saria à côté de moi portait le poids de sa culpabilité. Mais je ne ressentais qu'un calcul froid. Je n'étais plus l'homme qui pardonnait sans preuve. J'ai réalisé que dans chaque cadeau que j'avais fait à sa famille, dans chaque transfert, chaque bourse et chaque paiement de voiture, j'avais involontairement construit la plateforme même qu'elle exploitait pour construire sa façade. L'amour et le respect étaient le ciment qu'elle utilisait pour dissimuler mes contributions derrière son sourire poli. Le lendemain matin, j'ai rassemblé mes preuves. À mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé une revue systématique de notre historique numérique. D'abord les notifications bancaires. 2 ans de virements mensuels, chacun étiqueté avec respect RC dans une police soignée et personnelle. J'ai parcouru les relevés, notant les dates exactes le premier de chaque mois sans faute jusqu'à pouvoir les réciter sans les regarder. Puis j'ai ouvert ma messagerie et repassé mes propres messages vocaux à la mère de Sarah. La douceur de ma voix lorsque je la rassurais sur le fonds de retraite de son mari. La fierté de mes mots lorsque je décrivais la bourse que j'avais créée pour son neveu. J'enregistre chaque fichier, les étiquetant par date pour une consultation facile. Ensuite, je me suis penché sur les communications de Saria. Sur WhatsApp, j'ai trouvé la conversation avec sa meilleure amie, Kali. Elle était là, noir sur blanc. Une blague sur papa pensant qu'elle le finançait seule avec son activité secondaire, suivie d'un échange d'émojis rieurs. J'ai fait des captures d'écran des messages, puis j'ai cherché dans le fil de discussion le moindre remords ou inquiétude. Aucun, seulement de l'amusement devant la réussite de sa vie. J'ai serré les dents en faisant défiler la page, découvrant un message précédent envoyé à Martha, sa cousine, se vantant d'avoir commis la plus grande tromperie de sa vie. Elle avait écrit « Il n'a toujours aucune idée. Je suis invincible. » Une vague de colère m'a submergé. La douleur a cédé la place à une indignation vertueuse. J'ai repensé aux nuits où je restais tard au bureau. Aux week-ends que je sacrifiais pour des projets en freelance. Et puis, je pouvais financer un rêve que je croyais partager. Et elle monétisait ma générosité pour nourrir sa propre vanité.
J'ai réalisé que je n'avais pas épousé de partenaire. J'avais épousé un chef de marque qui voyait notre mariage comme une campagne marketing. En milieu d'après-midi, j'avais compilé un dossier qui ne laissait aucune place aux malentendus. Je l'ai appelé « Vérité » et je l'ai stocké sur une clé USB que je portais dans ma poche. J'ai relu les dossiers, relevés bancaires, messages vocaux, captures d'écran, reçus de bourse, tous soigneusement classés par date et par destinataire. Mon esprit s'éclaircissait à chaque document ajouté, chaque mensonge démasqué. Ce soir-là, j'étais assis dans notre salon, lumière tamisée, la clé USB branchée sur mon ordinateur portable. Saria arriva à son heure habituelle, vêtue de son blazer préféré, l'air prudent. Elle s'arrêta sur le seuil, les yeux rivés sur mon écran lorsqu'elle vit le dossier ouvert intitulé « Vérité ». Son visage devint blême. « Raison », dit-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Je refermai doucement l'ordinateur portable et me tournai vers elle, laissant le silence s'installer jusqu'à ce qu'il la serre comme un frisson de victoire. Elle fit un pas hésitant en avant, puis un autre, jusqu'à se tenir juste derrière la table basse. Je lui tendis la clé USB. « C'est tout », dis-je doucement. « Toutes les preuves que tu as essayé d'enterrer. » Son souffle s'accéléra. « Tu as. Tu as parcouru mes messages » murmura-t-elle. Je laissai sa question en suspens. « J'ai compris que je devais le faire », répondis-je. « J'ai besoin de savoir qui j'ai épousé. » Ses yeux se sont remplis de peur et de regret. La façade soigneusement entretenue s'est effondrée en un instant. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai interrompue. Tu m'as dit que tes mensonges étaient des mensonges blancs inoffensifs, mais les mensonges blancs deviennent des toiles pour de plus grandes tromperies. Tu n'as pas menti qu'une fois. Tu m'as construit une identité entière en ton absence. Une identité où j'étais invisible et impuissante. Ma voix tremblait d'une émotion que j'avais refusé d'admettre jusqu'à cet instant. Je n'étais rien de plus qu'un accessoire dans ton récit. Des larmes lui sont montées aux yeux, et elle a tendu la main comme pour me prendre la clé USB. Je l'ai retirée, laissant un petit espace de trahison entre nous. Pourquoi ? Ai-je demandé, scrutant son visage à la recherche d'une lueur d'honnêteté. Pourquoi avais-tu besoin de m'effacer ? Ses épaules se sont affaissées et sa voix n'était plus que l'ombre de sa confiance. J'avais peur, a-t-elle admis. Peur que ton père me considère comme une belle fille de plus, incapable de me faire la taille. Peur de sa pitié. Peur de son jugement. Je pensais que si je pouvais lui montrer que j'étais forte et capable, il m'admirerait davantage. Elle tressaillit comme si elle s'attendait à des coups à chaque mot. Je n'ai jamais voulu que tu le saches. Je l'ai observé un long moment, mémorisant la coupure dans sa lèvre, la couleur de ses larmes, les contours de sa culpabilité. Tu n'as pas protégé ma dignité, dis-je doucement. Tu l'as criblée de trous et tu l'as regardée saigner devant tous nos proches. Elle s'affala sur le bord du canapé, le visage entre les mains. Je suis tellement désolée, sanglota-t-elle. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je m'agenouillai devant elle et posai la clé USB sur la table basse, hors de sa portée. Tes excuses sont trop peu, trop tard, dis-je d'une voix rauque. J'ai besoin de temps pour décider s'il reste quelque chose à sauver. Elle releva la tête, les yeux rouges et suppliants. S'il te plaît, raison, ne m'exclus pas complètement. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, mon reflet me fixant, le regard hanté mais déterminé. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur la pièce, reflétant le fossé qui s'était creusé entre nous. Je me suis retourné vers elle, respirant profondément. Je ne peux rien promettre, ai-je dit. Mais je ne vivrai pas derrière tes mensonges. Elle a hoché la tête, comprenant la gravité de mes paroles. J'ai pris la clé USB et l'ai glissée dans le tiroir de mon bureau, un endroit où la vérité resterait, attendant le moment où je serais prêt à la partager ou à la détruire. Saria était assise seule sur le canapé, menue dans la pénombre. Et j'ai réalisé que certains mensonges sont si complexes que la seule issue est de les couper à la source, aussi douloureuse soit-elle. En m'éloignant, le claquement de mes chaussures sur le parquet résonna comme le dernier chapitre se refermant sur l'histoire que nous avions écrite ensemble. Et même si ces larmes résonnaient dans le vide que je laissais derrière moi, je sentais les prémices d'un nouveau récit. L'une fondée sur les faits, la transparence et la dure a promis que je ne serais plus jamais rendu invisible. Dans les jours qui ont suivi le dîner d'anniversaire, Saria s'est comportée comme si rien n'avait changé.
Elle a flotté dans notre maison avec la même grâce pratiquée qu'elle a exposée lors de rassemblements de famille, m'embrassant sur la joue alors que je préparais mon café du matin, drapant un bras autour de mes épaules lorsqu'elle passait près de mon bureau et offrait des sourires doux et vides quand j'ai attiré son attention. Elle a continué avec sa présence méticuleusement organisée sur les réseaux sociaux, publiant des photos flatteuses de son père rayonnant à côté de son gâteau d'anniversaire, écrivant des légendes comme « Tellement heureuse de pouvoir faire ça pour toi, papa ». Et même me marquant dans un deuxième post qui montrait nos mains couchées ensemble devant la voiture que j'avais achetée. Ses disciples l'ont douché d'émojis comme des likes et du cœur, complimentant sa dévotion et sa générosité. J'ai regardé chaque notification avec un sentiment de détachement creux, comme si j'étais à la fois observateur et participant à une pièce à laquelle je ne croyais plus. Chaque soir, lorsque nous nous asseyions pour dîner, elle m'a posé des questions sur ma journée avec une gaieté qui a clôturé contre mes nerfs. Comment était le travail? Elle s'était enquêtée, brillant, me passant une assiette de son célèbre riz galaf. J'ai mangé en silence, en me concentrant sur l'arôme des épices plutôt que sur le mensonge perché sur ses lèvres. Quand elle a appuyé plus loin, « Ray, fils, tu n'as pas dit grand-chose aujourd'hui. » Je l'ai regardé, pas avec colère, mais avec une évaluation cool. J'ai réalisé que la confrontation avait son temps, et ce n'était pas ça. Je devais être patient. Au lieu de cela, j'ai passé mes journées à recueillir tranquillement des preuves de la vérité que j'avais l'intention de révéler. J'ai rédigé un email concis à Monsieur Quintu qui lui a parlé avec le respect que son titre méritait. Cher monsieur, pour mémoire, je n'ai jamais été au chômage. Veuillez trouver joint tous les dossiers financiers pertinents documentant chaque transfert mensuel, l'achat de la voiture et le fonds de bourse pour votre petit-fils. J'ai joint des PDF soigneusement étiquetés des déclarations bancaires, des transcriptions de notes vocales, des reçus de demandes de bourse, chaque artefact de ma générosité. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai regardé la petite icône tourner jusqu'à ce qu'elle s'installe dans le dossier 100. De retour à la cuisine, j'ai trouvé Saria perchée sur un tabouret de bar, faisant défiler son téléphone comme si elle n'était pas au courant de ce que je viens de faire. Avez-vous passé une bonne journée? Demanda-t-elle, glissant une tasse de thé fraîche vers moi. J'ai hoché la tête, posant doucement la tasse. Oui, dis-je. Je l'ai fait. Elle sourit, satisfaite par ma simple réponse et se retourna vers son écran. Je ne ressentais aucune impulsion à élaborer. Au lieu de cela, je l'ai regardée. Ses cheveux bienvenus, la courbe délicate de sa joue, la manière subtile de ses épaules teinturées chaque fois que je la regardais. Elle semblait incarner le calme avant une tempête, le calme trompeur qui masque une tempête de rassemblement. Le soleil de l'après-midi s'est plongé vers l'horizon lorsque mon téléphone a sonné. L'idée de l'appelant a affiché papa au nom de mon beau-père. Mon cœur a frappé mal à l'aise dans ma poitrine, une partie effrayante, une partie de l'anticipation. Je me suis excusé du salon et j'ai répondu. Il y a eu une longue pause enceinte à l'autre bout. Je pouvais presque sentir le souffle de Monsieur Quin en écoutant la ligne. Enfin, d'une voix si douce qu'elle aurait pu être transportée sur le vent, a-t-il dit. Merci. Ses paroles tremblaient comme si lui aussi avait été choqué par le silence. Merci, répéta-t-il. J'ai avalé, incertain comment répondre. Vous êtes les bienvenus, monsieur, dis-je, soulignant la formalité pour marquer le changement dans notre relation. Il laissait échapper une respiration qui ressemblait à un soulagement et à du chagrin entrelacé. Je n'aurais jamais su, murmura-t-il. Elle ne voulait jamais que je sache. Sa voix craqua, révélant la blessure que je connaissais pourrait exister, mais n'aurais pas pu imaginer. Je suis désolé, monsieur. J'ai réussi, bien que les mots soient inadéquats. Je voulais seulement que la vérité vous atteigne. Une autre pause. Puis, tranquillement, il a dit, vous avez fait plus que je ne pourrais jamais demander. Je ne sais pas quoi dire. Sa vulnérabilité résonna sur la ligne. J'ai fermé les yeux, imaginant ses mains ridées serrant le téléphone, la solitude qu'il a dû endurer en croyant que son enfant était son seul bienfaiteur. Ce n'est pas un problème, j'ai répondu. Vous méritiez de connaître la vérité. Il m'a remercié et nous avons dit à nos doyages. Après avoir raccroché, je me suis penché contre le mur et nous avons expiré, et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dû nous-mêmes. Mes épaules commencent à se desserrer légèrement. Demanda, regardant son épaule. Des sourcils, la façon dont ses yeux s'éloignèrent quand elle a vu mon regard.
Je n'ai rien dit. Pas encore. Il y avait encore du travail à faire. Un calcul pour préparer, des questions qui avaient besoin de réponses, des limites qui devaient être tracées. Elle tendit la main vers ma main instinctivement. Je ne me suis pas retiré, mais je ne me suis pas non plus pressé. Je laisse mes doigts se reposer vaguement contre le sien, sentant le poids doux de sa paume, la chaleur de sa peau. Cela m'a alors frappé que j'avais une fois envie de cette intimité. Son toucher avait été un réconfort, une promesse de partenariat. Maintenant, c'était un défi pour ma détermination, un rappel de ce que j'avais perdu. Le ciel à l'extérieur s'assombrit, les premières gouttes de pluie tapant contre le volet de fenêtre. Alors que la pluie s'intensifiait, elle a emporté les derniers indices de la lumière du soleil, ne laissant que la lueur sombre des lumières de la cuisine et le drone doux de l'incendie. C'était approprié, un silence qui annonçait la prochaine tempête. Je me suis retiré ma main et je l'ai placée sur le comptoir. J'ai besoin de temps seul, lui dis-je tranquillement. Mes paroles étaient calmes, mais inflexibles. Saria hocha la tête, les yeux écarquillés avec un mélange de blessure et de soulagement. Soulagement parce qu'elle attendait l'autorisation de se retirer derrière ses murs. Blessure parce qu'elle savait que les murs se tenaient maintenant entre nous. J'ai quitté la maison et je suis entré sous la pluie, la laissant tremper dans ma chemise et taper mes cheveux contre mon cuir chevelu. Chaque goutte ressemblait à un baptême, me nettoyant des illusions qui avaient suffoqué notre mariage. La route à venir serait mouillée et incertaine, mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais prêt à y faire face. Le calme avant la tempête avait livré son message. La vérité avait été mise en mouvement, et rien ne serait à nouveau pareil. Les nouvelles se déplacent plus rapidement que les incendies de forêt à travers l'herbe sèche. Et à la fin de la semaine, la vérité sur ma générosité s'était propagée à travers la famille Quinta comme des ondulations à travers un étang. Je l'ai d'abord remarqué lorsque mon téléphone a bourdonné de messages de Thomas. « Resson, je suis vraiment désolé pour la façon dont je t'ai traité. » Une lecture, suivie d'une cascade d'excuses pour toutes les fois où il a jugé mes perspectives de carrière et chuchoté derrière mon dos que j'étais paresseux ou incompétent. Son message a fait resserrer ma poitrine. Le regret a un moyen de percer l'armure de la fierté, mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je laisse le moment s'enfoncer, conscient qu'un simple ça va pourrait se sentir creux après tout ce qui s'est passé. Vint ensuite un appel inattendu d'Uninis, la mère de Sarah. Quand elle a parlé, sa voix était épaisse de larmes. « Ray, fils, chéri, je n'ai jamais su. J'ai juste supposé. » Elle s'est précipitée. Une fissure dans son sang-froid révélant la profondeur de sa déception, non seulement dans sa fille, mais en elle-même pour avoir été si aveugle. Elle m'a dit comment elle avait confronté Saria à des questions douces sur mon soutien, pour être rencontrée avec des sourires évasifs et des assurances glibes. Maintenant, avec la vérité à nu, elle se sentait trahie de tous les côtés. « J'aimerais que tu m'aies venu d'abord à moi, » murmura-t-elle. J'ai pensé au nombre de fois que je lui avais offert mon aide, seulement pour qu'on me dise que ce n'était pas nécessaire. « Merci de m'avoir dit maintenant, » ai-je dit doucement. Je pouvais presque l'entendre trembler à l'autre bout alors qu'elle pleurait. « Je t'aime, mon fils. » Le terme affectation faisant en sorte que le mot se sente à la fois réconfortant et doux amer. Au moment où j'ai terminé cet appel, mon esprit tournait avec un mélange de justification et de chagrin. Vindication que mes efforts avaient été reconnus, le chagrin que la reconnaissance a atteint un tel coup. J'ai réalisé à quel point la tromperie de Saria avait infecté toutes les relations que j'avais construites au sein de cette famille. Même tante Glatty, normalement si chaleureuse et approuvée, m'avait envoyé un texte exprimant son choc et son consternation, désormais abondant pour avoir cru le mythe de mon chômage. Alors que les messages affluaient, j'en ai remarqué un de Harold lui-même. Il a simplement dit « Rencontrez-moi demain après-midi dans mon étude ». Aucune explication, pas d'excuse, juste une invitation. Je me suis assis à mon bureau en regardant les mots. Ma mâchoire se serra d'anticipation et d'effroi. Une partie de moi craignait de me blâmer pour le Fali. Les étagères et le cuir vieilli enroulés autour de moi comme un manteau de bienvenue. Les doigts. La voix était basse, teintée d'une émotion que j'ai eu du mal à nommer. J'ai attendu. Il prit une profonde inspiration. Dans notre communauté, nous apprécions la réciprocité. Nous croyons à l'équilibre. Vous donnez, vous recevez. Vous m'avez soutenu, mais je ne vous ai pas soutenu.
Il s'est levé et a déménagé dans une armoire, l'ouvrant pour révéler une pile de volumes en cuir. De l'étagère, il a baissé une petite boîte élégante. Il l'a ouvert pour afficher une enveloppe épaisse portant mon nom et son écriture précise. Il me l'attendo. À l'intérieur se trouvait un certificat de propriété partielle dans son entreprise d'approvisionnement médical, une entreprise qu'il avait cofondée il y a des décennies et a gardé à flot dans mes transferts mensuels. « Je veux que tu aies ceci », a-t-il dit. « Vous avez gagné votre place. » Magorge se resserra. J'ai fermé ma main autour du certificat et je l'ai regardé. « Monsieur, je ne peux pas accepter. » Il leva une main. « Ce n'est pas une charité. C'est votre héritage autant que le mien. Je vous donne des capitaux propres parce que votre famille et vous avez démontré une intégrité où mon propre enfant a montré une trahison. » Ces paroles étaient un coup de tonnerre, une reconnaissance non seulement de mes contributions, mais aussi un acte d'accusation du mensonge qui a essayé de m'effacer. Des larmes ont piqué les yeux alors que je me tenais pour l'embrasser. Il m'a tapoté le dos avec une force surprenante. À ce moment-là, la division générationnelle dissoute, remplacée par un lien plus profond forgé en vérité. Tard dans l'après-midi, je suis rentré chez moi, un certificat en main. J'ai trouvé Saria dans le jardin en tirant les mauvaises herbes des parterres de fleurs. Elle leva les yeux alors que je m'approchais, son visage pâle dans la lumière qui s'estompe. J'ai arrêté quelques pas, laissant le pêcher d'hibiscus flotter entre nous. « J'ai rencontré ton père », dis-je tranquillement. Elle avala. Il m'a donné quelque chose. J'ai pris le certificat de la poche de ma veste et je l'ai tenu de côté. Elle le regarda, ses yeux reflétant des parties égales impressionnantes et jalousie. Il m'a donné la propriété de son entreprise, j'ai poursuivi, firme vocale. Il a dit que j'avais gagné ma place. Saria a atteint le certificat, mais je l'ai retiré rapidement. Ce n'est pas une charité, ai-je dit. Il me fait confiance. Il me respecte. Je l'ai épinglé avec un regard. Vous m'avez humilié pour protéger votre image. Aujourd'hui, il m'a honoré de se tenir en vérité. Elle laissa tomber ses épaules, lâchant la truelle dans sa main. Réfis, j'ai secoué la tête. Enregistrez-le. Je n'ai plus besoin de vos excuses. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir si vous vous souciez de moi ou que vous ne vous souciez que de ce que je pouvais faire pour votre réputation. Ses yeux se remplissaient de larmes, et elle détourna les yeux, le poids de ma question qui traînait son regard au sol. Le jardin, autrefois teinté de sa précision, avait maintenant l'air désordonné, une manifestation extérieure de notre relation fracturée. Je me suis retourné et je me suis éloigné, un certificat caché en toute sécurité sous mon bras. La lueur chaude du soleil couchant projette de longues ombres sur la pelouse alors que je me déplaçais vers la porte. Au seuil, je m'arrêtai et jetai un coup d'œil en arrière. Saria se tenait immobile parmi les parterres de fleurs, le fusil de regret gravé sur son visage. Dans cette silhouette, j'ai reconnu le gouffre qui nous séparait maintenant. D'un côté, j'avais reconstruit ma vie sur la vérité et gagné le respect. De l'autre, elle a été piégée dans un réseau de sa propre fabrication, incapable de rompre les mensonges qu'elle avait tournés. En entrant sur le trottoir, j'ai senti un sentiment de détermination calme s'installer sur moi. Je n'étais plus le mari invisible, le bienfaiteur silencieux dont les actes étaient cachés. J'étais Clark, un bon gendre devenu homme d'intégrité, et mon avenir serait façonné par l'honnêteté et le respect de soi, pas par les illusions des autres. En entrant dans le crépuscule, j'ai réalisé à quel point il se sentait libérateur de laisser derrière lui une famille divisée par la tromperie et de marcher vers une vie unifiée par la vérité. J'ai déménagé tranquillement. Le lendemain matin, ne portant qu'une seule valise et le poids de chaque mensonge qui s'était jamais passé entre Saria et moi, notre maison, autrefois un sanctuaire de rêves partagés, se sentait maintenant comme un mausolée hanté par des échos de trahison. J'ai quitté les photos de mariage encadrées sur le manteau, la pile de nos romans préférés au chevet, même la petite plante en pot Saria m'avait donné pour mon anniversaire. Tout appartenait à un passé, je ne pouvais plus habiter. J'ai trouvé un plat modeste à une chambre à quelques kilomètres de là. Son loyer n'a pas plus que ce que je pouvais gérer par moi-même. Les murs étaient nus et l'air sentait une peinture fraîche et une possibilité. Sur la petite table en bois se tenait une note manuscrite adressée à Sarah. La loyauté est plus importante que les apparences. Je choisis la paix plutôt que les applaudissements. Je l'ai laissé sur le comptoir à côté du courrier non ouvert et je suis parti sans regarder en arrière.
Dans les jours qui ont suivi, j'ai ignoré ses appels. Chaque fois que mon téléphone bourdonnait de son nom, une douleur terne se propage dans ma poitrine, mais j'ai résisté à l'envie de répondre. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie sur un terrain solide. J'ai commencé chaque matin avec un jogging le long de la rive, laissant le lever du soleil peindre l'or de l'eau et le rose pendant que je me rappelais pourquoi je méritais l'honnêteté et le respect. Le rythme de mes pas sur le trottoir est devenu une méditation. Chacun m'inhale une promesse, chacun expire une libération de regret. Au travail, je me suis enterré dans des projets que j'avais une fois mis à l'écart pour gérer charades élaborées de Sarré. Les collègues ont immédiatement remarqué le changement. J'étais plus nette dans les réunions, plus décisive dans mes recommandations, et je ne suis plus distrait par le drame familial. Un après-midi, mon manager m'a retiré avec un sourire surpris. « Ray, fils, tu as été en feu cette semaine », a-t-elle dit, tapotant son épingle sur la proposition que j'avais rédigée. « Quel est votre secret ?» J'ai rendu son sourire, ressentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me concentre sur ce qui compte vraiment, j'ai répondu. Pendant ce temps, au domicile de sa famille, Saria a fait face à ses propres calculs. Son père, M. Quintu, avait coupé la communication avec elle pendant une semaine, sa déception palpable même dans son silence. Sa mère a appelé, des larmes dans sa voix, mendiant le pardon. Son frère Thomas et ses cousins ont envoyé des messages sympathiques offrant un soutien si elle admettait la vérité. Mais le silence entre nous se sentait plus permanent. 2 semaines après avoir déménagé, j'ai reçu un message du numéro de Sarah. « S'il vous plaît, papa vous demande. » Il ne me parlera pas. J'ai regardé aux mots, rappelant la gentillesse et le respect que j'avais autrefois étendu à M. Quinu, les actes qu'il avait cru venus de sa fille. J'ai hésité, le pouce planant sur la clé de réponse. Je n'avais pas besoin de fermeture. J'avais besoin de décider de rouvrir une blessure ou de la laisser guérir. À contre-cœur, j'ai appelé. Sa voix crépitait d'émotion. « Ray, fils, commença-t-il. Tu me manques. Votre présence dans cette famille était une bénédiction. » Il s'arrêta et je pouvais presque entendre la coupe-tonalité dans ses mains alors qu'il tenait le téléphone. « Votre lettre, votre note, m'a sauvé de vivre un mensonge. Vous avez montré plus d'amour que je ne l'ai jamais cru possible. » Ces paroles m'ont atteint comme une main dans l'obscurité, offrant à la fois du réconfort et du chagrin. « Merci, monsieur, j'ai dit, ma voix stable malgré la bosse dans ma gorge. Je me suis senti ici, il me demandait de la possibilité, je me réveille. Eucalyptus Blossom me salue alors que je suis intervenu. Les ledgers documentant chaque transaction que j'ai faite en son nom. Mon coût. Décembre 2023, l'achat de voiture nous a conduits à la messe de Noël. Sur la marge de la page détaillant mon premier cadeau de bourse, il avait griffonné. La générosité de Raisin a changé la vie de son neveu. J'ai fermé le dossier et rencontré ses yeux remplis de chaleur et de respect. Vous n'avez pas eu à faire ça, ai-je dit. Il secoua la tête. Vous méritez de savoir combien vous avez fait et qui vous êtes vraiment. Il s'arrêta, puis tendit sa poche et récupéra une enveloppe. À l'intérieur était un chèque de Chris pour 6 mois de loyer sur mon nouvel appartement et un billet de lecture. Considérez cela comme un acompte sur notre relation. J'ai avalé fort, des larmes qui me piquent les yeux. J'ai alors réalisé que la loyauté engendre la loyauté et que le respect ne peut pas être forcé. Il doit être donné librement et reçu avec gratitude. En quittant sa maison ce soir-là, j'ai ressenti un quart de travail en moi. La colère et la blessure qui avaient une fois guidé mes étapes s'adoucit en acceptation et en clarté. J'ai toujours aimé Saria une fois, mais cet amour avait été profané par la tromperie. Maintenant j'ai tourné vers l'autorespect et la promesse naissante d'un avenir sans encombre par l'illusion. De retour à mon appartement, j'ai placé le chèque et le dossier sur le petit bureau par la fenêtre. Je me suis assis sur la chaise solitaire, regardant les lumières de la ville scintiller sur une par une. Chacun témoigne d'un témoignage des histoires qui se déroulent dans d'innombrables maisons. Le mien n'était plus entrelacé avec le sien, mais ça allait. J'avais choisi la paix sur les applaudissements, et ce faisant, j'avais récupéré mon nom, ma dignité et ma vie. La lumière du soleil du matin passait à travers les stores de mon appartement, peignant des rayures dorées sur le plancher de bois franc. Je me suis assis à ma petite table de cuisine, soignant une tasse de café fort et j'ai fait défiler mon téléphone,
à moitié en s'attendant à voir un autre barrage d'excuses de la famille de Saria. Au lieu de cela, ce qui m'a accueilli était un ton entièrement différent. Message du cercle de M. Kinda, de ses amis de longue date, de ses anciens collègues et des chefs de communauté me félicitant. Entendu la vérité. Un texte disait, si fier de vous connaître. Un autre, si jamais vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. La douleur de la trahison passait laissant la place à une satisfaction tranquille. Les mêmes personnes qui m'avaient rejeté comme un mari en difficulté tenaient maintenant la main pour offrir leur soutien. J'ai réalisé à quel point mon silence et leurs perceptions erronées avaient désormais façonné leurs opinions. Pendant des années, j'acceptais leur condescendance décontractée. Des moments, je remets en question ma propre valeur. Acumen. Dans des quartiers mal desservis, financés par des entreprises locales et dotés de médecins bénévoles. Son offre était authentique. Aucune chaîne attachée au-delà d'une poignée de main et d'un respect mutuel. Quand elle a fini, je me suis assis tranquillement un instant, absorbant l'ampleur de l'opportunité. Voici une chance non seulement de reconstruire ma réputation, mais de créer un impact tangible, de sauver des vies, d'honorer l'homme même que j'avais soutenu en secret et de prouver que la générosité et le leadership ne se limitaient pas à quelques privilégiés. Je suis là, dis-je finalement, tendant ma main. La fermeté de mon emprise en disait long sur la confiance que j'avais récupérée. En quittant son bureau, je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des mois. Mes progrès étaient utiles, chaque étape faisant écho dans le hall de marbre comme une déclaration de self-worth. Le monde à l'extérieur a bousculé sur le trafic de midi, les vendeurs colporant des collations au coin. Mais je l'ai traversé avec un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu. Cet après-midi, je me suis arrêté dans un petit café et j'ai commandé un sandwich. En attendant, j'ai entendu le barista discuter avec un habitué de le récent scandale de la famille Kinder. Il s'avère que le mari était le véritable bienfaiteur, a-t-elle dit en secouant la tête. Pauvre, il doit se sentir invisible pendant des années. Le client a hoché la tête avec sympathie. J'ai attrapé leurs yeux dans le reflet de la pâte de pâtisserie et j'ai offert un petit sourire authentique. Ils ont cligné des yeux avec surprise, puis ont rendu mon sourire de chaleur. Cela m'a alors frappé à quel point il avait été facile de se glisser en arrière-plan pour laisser les autres me définir par leurs hypothèses. Mes entrées dans la lumière de la vérité avaient tout déplacé. J'ai fini mon déjeuner lentement, savourant chaque bouchée, conscient de la façon dont la nourriture était plus significative lorsque vous aviez gagné votre place à table. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans la planification de l'initiative de santé. J'ai rencontré des dirigeants communautaires, rédigé des propositions et recruté des bénévoles. Chaque réunion a renforcé la même leçon que le leadership ne consiste pas à exercer le pouvoir mais à autonomiser les autres. Alors que je parlais avec passion des programmes de dépistage et des partenariats, j'ai vu des hochements de tête d'accord, j'ai entendu des murmures de soutien. Ma voix portait du poids parce qu'elle était soutenue par des preuves. Mon historique de le soutien à M. Quintu est désormais reconnu et ma vision claire de l'avenir. Pendant ce temps, Saria a tendu la main, cette fois avec un ton différent. Elle a envoyé un message. Je vois que tu es occupé. J'espère que vous êtes heureux. Mais je ne me suis plus senti obligé de répondre. Nos chemins avaient divergé irrévocablement. J'avais cessé d'activer sa version des événements. Maintenant, j'ai refusé d'être ramené sur son orbite. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai reçu un appel de M. Quintu. Sa voix crépitait de fierté. Il m'appelle, disant qu'ils veulent travailler avec Race et Clark, a-t-il dit, un petit rire dans son ton. Qui aurait pensé? J'ai ri, partageant sa joie. Merci pour tout, monsieur, j'ai dit. Sans votre soutien, votre confiance, je ne serais pas là. Il s'arrêta, puis dit doucement. Vous avez tout gagné, mon garçon. Cette simple reconnaissance s'est installée dans mon cœur comme une pierre d'affirmation. Les semaines se sont transformées en mois et l'initiative de santé communautaire a été lancée avec un grand succès. Cliniques en 2 les districts ont dépisté des centaines de patients, identifié des conditions critiques tôt et même obtenu un financement pour les traitements en cours. Les médias ont repris l'histoire, mettant en évidence mon rôle et en citant les membres de la communauté qui ont salué le programme. J'ai regardé le segment des nouvelles à la télévision d'un ami, ressentant une houle de fierté. Pas fier d'une affirmation,
mais dans le but réalisé. Un après-midi, j'ai reçu une invitation inattendue, un déjeuner organisé par Madame Adabo et d'autres sponsors pour célébrer le succès de l'initiative. Parmi les participants, il y avait des visages familiers, des collègues qui m'avaient ignoré, maintenant assis à côté de moi dans une conversation animée. Au-dessus du dessert, j'ai partagé une table avec le barista du café qui a proposé des félicitations et j'ai demandé ce qui avait changé. J'ai simplement dit, j'ai décidé de me soutenir mes principes, et les gens m'ont vu pour qui je suis vraiment. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à la façon dont les gens ne vous apprécient qu'une fois que vous cessez de donner inconditionnellement, une fois que vous avez fixé des limites et que vous laissez votre valeur être vue. Je n'avais pas décidé de prouver quoi que ce soit. Je n'avais cherché qu'à honorer mes engagements et à vivre honnêtement. Les applaudissements qui ont suivi étaient un sous-produit, pas l'objectif. Ce soir-là, je me suis arrêté à mon point de vue préféré, un tronçon de colline tranquille surplombant les lumières de la ville. Je me penchai sur la balustrade, la brise fraîche chuchotant autour de moi et leva un toast silencieux au voyage que j'avais fait. Du mari invisible étiqueté sans emploi et impuissant à un leader respecté affectant un véritable changement, mon téléphone a bourdonné d'un message de tante Glatty. Merci d'avoir restauré la foi et la gentillesse de notre famille. J'ai tapé, merci d'avoir cru en moi. J'ai empoché le téléphone et j'ai regardé l'horizon. Au-delà de la ligne d'horizon scintillante, les possibilités inconnues, les défis mais non satisfaits, mais je me sentais prêt. J'avais cessé d'être l'homme qu'il pensait ne jamais devenir. Au lieu de cela, je suis devenu exactement qui j'étais toujours censé être. Ray Sinclair, homme d'intégrité, d'action et de vérité. La lumière du matin a filtré à travers les stores de mon nouvel appartement, jetant des rayures pâles sur le sol. Je me suis assis à mon bureau. Le certificat de propriété dans les activités de Monsieur Quinta s'est affiché fièrement à côté de l'ordinateur portable. À l'extérieur, la ville a éveillé. Les vendeurs installent leurs stands. Les écoliers coulent vers les bus. L'agitation familière qui ressemblait autrefois à un bruit de fond ressemblait maintenant à une invitation à la possibilité. J'ai pris une profonde inspiration, savourant le moment. Plus de prétention, plus de demi-vérité, seulement la clarté d'une vie que j'avais récupérée. Un coup doux à la porte a signalé un visiteur. Je l'ai ouvert pour trouver Miss Adabo tenant 2 tasses de thé à la vapeur. Elle sourit chaleureusement. Je pensais que vous pourriez aimer une recharge, a-t-elle dit, entrant à l'intérieur sans attendre une invitation. Nous nous sommes installés à table et j'ai bercé la tasse, sentant sa chaleur s'infiltrer dans mes mains. Vous semblez différente, a-t-elle observé, son ton amical mais curieux, plus en paix. J'ai hoché la tête. J'ai cessé de m'inquiéter des attentes des autres et j'ai commencé à vivre selon mes propres normes. Cela a tout changé. Elle a levé sa tasse dans un salut silencieux. À l'authenticité, a-t-elle dit. J'ai fait écho à son geste à l'authenticité. Plus tard dans l'après-midi, je me suis rendu au bureau où je détenais maintenant une participation de partenariat. La réceptionniste m'a salué par son nom et ses collègues hocha la tête avec respect en passant. Leur sourire courtois manquait de condescendance du passé. Dans la salle de conférence, j'ai présenté de nouvelles stratégies pour étendre notre portée, prévoit de financer la sensibilisation médicale dans les zones rurales, des partenariats avec les écoles pour l'éducation en santé et les programmes de mentorat pour les jeunes entrepreneurs. Chaque proposition a rencontré des questions réfléchies et une énergie collaborative. J'ai réalisé que le respect que j'ai maintenant reçu découle d'une vision et d'une action tangible, pas de titre creux ou d'emprunt. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté devant un petit banc de parc où Sia et moi avions fait des vœux. Les souvenirs m'ont suscité. Son rire, les promesses que nous avons échangées, la chaleur qui s'était autrefois ressemblée à la maison. J'ai posé ma main à l'arrière du banc, fermant les yeux. Nous avions tous les deux changé. Elle avait appris que les mensonges érodent l'amour. J'avais appris que la vérité construit l'héritage. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installe, je suis retourné au point de vue surplombant les lumières de la ville. Je me suis penché contre la balustrade, la brise portant l'odeur du jasmin et de l'espoir. Mon téléphone a bourdonné de messages. Une invitation à parler dans une communauté gala, félicitations de la famille qui avait été témoin de ma transformation, et même une brève note de Sarah. J'espère que tu vas bien. Je me suis arrêté sur le champ de réponse, puis j'ai mis le téléphone de côté. Certains ponts sont mieux laissés non brûlés,
mais non transporté. J'ai regardé le kaléidoscope des lumières, des stries de circulation, des tours de bureaux brillants, des lampadaires qui se déclenchent. Dans cette vaste tapisserie, j'ai vu ma place non pas comme une ombre, mais comme une étincelle. J'ai incliné ma tête en arrière et j'ai inspiré profondément, remplissant mes poumons avec l'air frais de nuit. Je m'appelle Ray Clark, chuchotai-je au vent. J'étais pauvre, sans emploi et invisible. Maintenant, je sais qui je suis. Et avec cela, je me suis éloigné de la balustrade. Chaque pas me transportant vers un avenir défini par l'intégrité, le but et la croyance inébranlable que la valeur d'un homme ne réside pas dans d'autres applaudissements, mais dans sa propre vérité ferme.